On est tous déjà arrivés dans une région où on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Ah, mais nos amis de TBO, TB Sud sont là. Kevin, bonjour. Vincent, salut. C'est Terre de France. Nous sommes cette semaine à Lorient, dans le Morbihan. Alors évidemment, on va parler de mer, on va parler de voile. On ira d'ailleurs visiter cette toute belle cité de la voile Éric Tabarly, tout à l'heure, sur les quais là-bas. Et puis aussi, Yann Eliès, vous savez, 5e au Vendée Globe Challenge 2016, nous attend lui aussi pour nous parler de sa passion pour la course large. Mais Lorient, vous le voyez dans cette gare, n'est plus maintenant qu'à 2h57 précisément, 3 minutes 50 de Paris. Vous imaginez que ça change beaucoup de choses. Et cette gare toute belle, toute neuve, avec beaucoup de bois, bien chaleureuse, est là pour en attester. Elle va changer un certain nombre de choses ici à Lorient. D'ailleurs, monsieur le maire, président de l'agglomération, Norbert Métairie, nous attend, je crois. Je le guette. Oui, il est là. Il nous attend là-bas. Suivez-moi. Monsieur Métairie, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Merci de m'avoir attendu. Là, c'est chic d'être accueilli par le maire, le président de l'agglomération. Avec plaisir. Cela dit, on voulait marquer aussi d'abord l'arrivée du TGV en 2h57. Oui, en moyenne. Pour manger les 3 minutes, en moyenne. Le plus rapide, c'est 2h43. 2h43. J'ai baptisé l'Orient Express. Celui qui vient de Montparnasse et qui arrive à Lorient le vendredi soir. Bon, on l'appellera comme ça maintenant. Et puis dans cette gare, elle est toute neuve, elle est toute en bois et magnifique. La charpente est exceptionnelle. Ça fait partie aussi des choses qui marquent la ville, son devenir. Oui, parce qu'une gare, c'est plus simplement le lieu où on passe, où on prend le train, on descend du train. C'est aussi un lieu de vie. C'est un marqueur de territoire, c'est une porte d'entrée sur un territoire. Et avec Étienne Tricot de la REP qui a conçu ce projet, dans une métaphore très, très maritime en fait. Ah oui, on retrouve le bois. Cette gare est un grand vaisseau. Qu'est-ce que ça va changer 3 heures? C'est plus rien 3 heures pour aller à Paris. Ça change beaucoup de choses, je pense, à la fois en temps, en confort, en qualité d'accueil, je pense aussi de connexion avec les autres modes de déplacement ici, puisque la gare elle-même est connectée à notre réseau de transport de façon efficiente, performante, avec ce qu'on appelle le Triskel, parce que c'est un réseau qui se développe, qui se développe sur 3 branches, à la fois pour prendre le bus, le réseau de bus pour ne pas perdre de temps, mais aussi les autres modes de transport, le vélo, la marche à pied, puisque la particularité de cette gare, c'est que de façon historique, elle se tourne vers le cœur de la ville. Alors quand on parle de Lorient, on parle évidemment de la course au large, on parle de l'ancienne cité de sous-marins, où on va aller tout à l'heure. Et puis aussi on parle du festival interceltique, mais il y a d'autres choses qui se passent ici, surtout en été. Ah oui, on a plusieurs marqueurs, c'est ça notre particularité. Il y a le festival interceltique qui est quand même le grand rendez-vous des Celtes et qui est aussi l'image de l'ouverture au monde. Et puis il y a la course au large aussi, puisque nous sommes aussi intégrés dans de grands événements nautiques et on a ici sur Lorient vous avez des grands chantiers, la présence des grands skippers qui sont là, des multis, etc. Et la base est tout à fait emblématique d'une reconversion qui fait qu'on a connu des difficultés à un moment donné, mais qu'on a transformé ces difficultés à autant d'opportunités, tant foncières qu'en matière de diversification d'activités. Et ça, c'est une richesse importante pour un territoire très, très marqué par le maritime et par son histoire et par son développement. Mais pas seulement aujourd'hui, et on s'en aperçoit. Alors ce qu'on va faire, nous, monsieur le maire, c'est qu'on va aller aller voir la cité de la voile Éric Tabarly. Oui, Lorient-la-Base. Oui, Lorient-la-Base, parce que c'est un lieu qu'on connaît mal finalement.
On a vu par le passé des images de ces immenses bases en béton qui abritaient les sous-marins, mais tout ça a bien changé aujourd'hui. Ah, ça a complètement changé dans la mesure où là aussi, on a reconverti ces immenses blocs. Aujourd'hui, on les réinvestit déjà depuis quelques années pour des activités sur le plan de l'innovation, du nautisme, de la course au large. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va aller voir. Mais... Fabrication de catamarans par exemple, entretien de bateaux, l'entreprise Plastimo par exemple qui est implantée là, c'est un des numéros 1 de l'accastillage en France. Oui. On a un port à sec qui est installé dans les alvéoles, on a bientôt la salle des musiques actuelles, les studios de répétition qui vont s'y implanter. Des restaurants, on m'a dit. Il y a des restaurants aussi, oui, il y a le musée du sous-marin. Qui est là. Donc c'est un nouveau quartier, en fait. Et le projet le plus intéressant pour l'heure, c'est que sur le toit d'un des blocs, le K2, 20 000 m², c'est immense, on va implanter 10 000 m² de panneaux solaires pour faire une ferme solaire qui sera sans doute la plus importante en milieu urbain. Il ne nous reste plus qu'à aller voir tout ça sur le terrain, n'est-ce pas? Bien Alors, sûr. Vous nous suivez. Merci beaucoup, monsieur le maire, de prie. nous avoir accueillis dans une belle ville. Bonne journée. Et on n'a qu'une envie, c'est de venir s'y promener. Et vous avez vu qu'il fait très beau. Hein, toujours en Bretagne. Comme d'habitude. Toujours en Bretagne. Bon Jean-Marc, alors vous faites le nœud de chaise, moi je fais le nœud d'amarrage. Allons-y. Ça marche? Alors un tour mort. C'est ça. Hein, et après on croise. Exactement. Ça. Et moi je vais le faire là. Voilà. Hop. Bravo. C'était bon? Bravo. Bravo Jacques. Jean-Marc Baumier, je vous présente. Il est directeur de cette cité de la voile Éric Tabarly. Et on est chez lui dans ce... Ah, c'est pas un musée, Jean-Marc, c'est pas un musée. Ah non, c'est pas véritablement un musée. C'est mieux qu'un musée. Ah oui, c'est un musée qui se vit. C'est un musée qui se vit et qui amène les visiteurs à découvrir et à se mettre en situation d'apprendre et de comprendre. Est-ce qu'il faut être voileux pour l'apprécier? Non. Je crois pas. Hein. Non, non, pas du tout. Il s'adresse à tout le monde et au contraire. L'idée, c'est d'amener un public qui est absolument néophyte en matière de voile à découvrir et à expérimenter. Et il y a beaucoup d'enfants, il y en a plein là tout autour de nous. Et c'est vraiment conçu pour eux. Mais c'est pour leur... pourquoi? C'est pour leur donner le virus de la mer, de la voile, ou au contraire leur apprendre comment ça marche, un bateau sur l'eau avec une voile? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'on est en Bretagne, on est ici au cœur de ce qu'on appelle la Sailing Valley, un lieu qui vit autour et par la course au large, avec un grand nombre de skippers de renom qui s'entraînent et qui ont leur bateau ici. Et l'idée, c'était de créer ce lieu qui incarne et qui ouvre les portes de ce monde un peu fermé au plus grand nombre. Bah, oui. Comment est née l'idée de ce lieu, que je l'appellerai décidément jamais musée? Non. Quelle est l'idée? Comment c'est né? Et pourquoi Éric Tabarly? Pourquoi ce lieu? Sans doute, Alors pourquoi ce lieu? On est sur une zone un peu particulière, une ancienne base militaire qui était fermée au public, que la marine a quittée à la fin des années 90. Et il fallait trouver une nouvelle orientation pour ce lieu, une reconversion. Elle s'est faite assez naturellement avec les marins qui souhaitaient s'y installer vers la course au large. Et derrière, l'idée a été d'implanter un lieu ouvert au public et en capacité de drainer le grand public vers cette zone, vers ce nouveau quartier finalement, pour qu'il se le réapproprie et que ça redevienne un quartier urbain. C'est vraiment un quartier de vie, hein. Il y a des restaurants, oui. Il y a ici ce lieu, il y a le pôle course un petit peu plus loin. Oui. Et pourquoi Éric Tabarly? Vous allez me dire, tellement c'est un grand oui. homme, mais encore. Alors c'est un nom qui nous honore bien évidemment. Bien sûr, oui. Et puis la réflexion autour de la création de ce lieu s'est faite au moment où Éric a disparu en mer, en 98. C'est créé une association qui avait pour but à la fois de faire vivre son histoire et puis d'entretenir ses bateaux, les fameux Penduic, dont la Cité de la Voile et le port d'attache. Et du coup, l'engagement de cette association et nos réflexions se sont croisés. Et ce lieu, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici d'Éric Tabarly? Ces bateaux. Oui. Ces bateaux. Et tout un espace, des maquettes, et puis les Penduic en réel, mais ce sont des bateaux qui naviguent, donc ils ne sont pas toujours à leur port d'attache. Ce sont des bateaux qui servent à la fois de formation et puis qui représentent aussi le nom d'Éric à travers le monde et à travers les mers.
Et puis effectivement, un certain nombre de collections qui sont réunies ici, que nous ont prêtées soit l'association, soit Jacqueline Tabarly, son épouse, et qui permettent... objets qui lui ont appartenu, par exemple. C'est ça, et qui permettent de retracer le marin formidable qu'il était, et surtout le visionnaire, parce que bon nombre de développements et d'innovations qui sont faites aujourd'hui sur les bateaux viennent d'Éric Tabarly. Les foils, les foils notamment. C'était un pilote, Éric Tabarly? Oui, c'est un pilote de l'aéronaval. Oui, oui. Et avion, bateau, voile, tout ça, c'est un peu la même chose, hein? Finalement, oui. Mécaniquement, ça fonctionne un peu pareil. Et ça, on le retrouve chez vous, ici? Oui, absolument. On retrouve un petit peu ce mariage des deux fluides. Oui. Et les enfants comprennent, là, il y a toute une classe qui passe, ils sont mignons comme tout. Il y a un espace de jeu aussi pour eux, avec un intérieur de bateau où on peut jouer, mais en même temps, on est vraiment dans un bateau, hein. C'est ça. Et puis, on a des guides animateurs qui sont là et qui sont de véritables médiateurs autour d'ateliers thématiques spécialement dédiés aux enfants, qui leur permettent de comprendre de façon simple et en expérimentant des mécaniques qui peuvent être un peu complexes. Comme on a fait les nœuds tout à l'heure. Il y a une idée que je trouve absolument géniale, c'est les bateaux qui sont là-bas au bout d'une passerelle. Et après la visite, on peut aller sur le bateau? Ah oui, parce qu'on ne comprend jamais mieux qu'en faisant soi-même. Et l'idée, après cette découverte de l'univers de la voile et de la course au large, c'est de proposer au public d'embarquer. Donc même si quand même. Non, bien sûr, mais même si vous n'y êtes pas préparé, même si vous êtes en tailleur et en talon aiguille, on vous propose, c'est pas le cas, là, la tenue est plutôt bonne, on vous propose d'embarquer sur des kaidos, qui sont des voiliers de 31 pieds et qui sont parfaitement adaptés à la découverte des premières sensations sur l'eau, avec un skipper. Et le skipper, très vite, va vous permettre de participer aux manœuvres, de tenir la barre et de comprendre comment tout ça fonctionne. Mais tout ça, vous avez voulu le faire pour des non-spécialistes. C'est-à-dire que si vous venez ici après-demain, on ne va pas dire demain, c'est peut-être un peu court, mais après-demain, je vous incite à le faire et vous comprendrez mieux comment ça fonctionne un voilier. Vous verrez que c'est absolument passionnant. Et on a goût à ça chez vous. C'est extraordinaire. J'espère. Non, mais franchement, vous donnez le goût, l'envie de comprendre et d'essayer en plus. C'est vrai. Et après, on peut essayer. Génial, hein? Qu'est-ce qu'il dit qu'il ne fait jamais beau en Bretagne, hein? Franchement, qui est ce journaliste qui ait pu dire qu'il ne faisait jamais beau? On ne le dit pas, on garde ça secret. À chaque fois qu'on vient ici, on a un soleil de plomb. Et ben, c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, vous l'avez reconnu, c'est Yann Eliès, évidemment, hein. Merci de nous accueillir ici à Lorient. Alors, on a vu la cité Éric Tabarly. Ouais. C'est génial, hein, d'avoir eu l'idée, puis en plus de l'avoir appelé Éric Tabarly. C'est un bel hommage. Ouais, bah c'est sûr que c'est un marin à qui on doit beaucoup de choses encore, hein, sur nos bateaux d'aujourd'hui. Les foils, je pense que la première chose c'est aux foils et à Paul Ricard. Tabarly avait inventé les foils? Ouais, c'est lui qui est le premier qui a essayé d'en mettre sur un bateau qui s'appelait Paul Ricard, un bateau en aluminium. Alors il avait été vraiment à fond dans le concept. Et c'était il y a 40 ans, non? Il y a déjà, je dirais 30 ans. Quelque chose ouais, c'est ça, 30 ans. Ouais. Donc finalement, on n'a rien inventé vraiment, quoi. Non, on l'a mis en œuvre, vraiment. En tout cas, Eric avait quasiment tout imaginé déjà à son époque. Alors, Yann, 5e au Vendée Globe. Ouais. Pas mal. Ouais. Je dis ça, je me permets, mais déjà le faire, c'est extraordinaire. Donc, 5e. Il faut être content de ce résultat. J'ai un petit peu de mal à m'en réjouir parce que j'ai le sentiment de sportivement d'encore d'en avoir sous le pied et puis d'essayer de la prochaine fois de faire encore mieux. Mais bon, si on prend un petit peu de recul. C'est la compétition. Oui. À chaque fois, on se dit, je ferai mieux la prochaine fois, non? Ouais. Et puis c'est jamais évident de finir tout simplement une course comme celle-ci. C'est quoi la part de chance? Parce qu'il y a du calcul, il y a la météo, il y a le routage météo, il y a tout ça, il y a le bateau, il y a ses compétences, il y a son physique. Mais il y a bien un coup de bol quand même, quelque part, à un moment. Les grands sportifs ont toujours un peu de chance. Mais le problème, c'est qu'il faut être là quand elle se présente à vous. Il faut savoir la saisir. Voilà, ouais. On dira un mot tout à l'heure de cet endroit qui est d'abord un chantier, mais qu'est-ce qui s'était passé il y a 8 ans c'était le fémur cassé, c'était en quelle année ça? C'était 2008, 18 décembre 2008, exactement. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'avant du bateau sur cet espar-là qu'on appelle le tangon. J'avais une réparation à faire à l'extrémité et puis le bateau a enfourné dans une vague. Et moi, je me suis agrippé au tangon et j'avais la jambe
en croche-patte dans ce qu'on appelle la sous-barbe. Et puis quand le bateau est rentré dans l'eau, je me suis fait écraser entre la mer et puis les 9 tonnes du Et bateau. alors là, qu'est-ce qu'on se dit? C'était où déjà? C'était dans l'Atlantique Sud, non? Ouais, c'était à environ 1000 km de l'Australie. J'étais presque aussi proche des glaces que de la terre. Seul au monde, sur son bateau? Voilà, un peu seul, ouais. Ouais, et on fait quoi là? Bah, on rêve qu'un hélicoptère vienne vous chercher dans la demi-heure et vous ramène à la maison. 1000 km, il n'y a pas d'hélico? Mais non, voilà, il n'y a pas d'hélicoptère. Le seul moyen pour venir vous chercher, c'est un avion. Donc, ouais, c'est des moments difficiles qui marquent, La mais douleur bon, qui permettent de se construire aussi. Hein. La blessure fait partie, je crois, de la vie du sportif de niveau, dans quelle que soit la pratique sportive. Ouais. Et là, on était venu vous secourir. Hein. Ouais, la marine australienne est venue me chercher. Et puis voilà, j'ai été pris en charge 5 jours seulement après l'accident. Donc j'ai eu le temps de manger un peu de douleur. J'ai eu mon quota. Bon, là, tout à l'heure, vous allez partir, ou demain matin, je ne sais plus, vous allez partir demain matin, ouais. à Bordeaux là, pour la solitaire du Figaro. Ouais. Vous l'avez gagné combien de fois? 3 fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois. Je fais partie des marins qui ont réussi à remporter cette épreuve 3 fois. Donc j'ai la fierté et le plaisir de mettre mon nom à côté de marins comme Michel Desjoyaux, Jean Le Cam, Philippe Poupon, qui sont des grands marins et pour qui j'ai beaucoup de respect. Ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi la difficulté par rapport à Vendée Globe? C'est quoi la différence? Alors, on sait bien que ce n'est pas le même type de compétition, mais elle est où la difficulté de la solitaire du Figaro? La solitaire, c'est une succession de 400 mètres, si on peut comparer à l'athlétisme. Et le Vendée Globe, c'est le marathon. Et le Vendée Globe, c'est le marathon. Ouais, okay. Ouais, voilà. Donc c'est un peu deux disciplines différentes, mais qui accouchent en tout cas de grands marins. À chaque fois... Ça a toujours été la compétition école, hein, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. On commence par la solitaire du Figaro, puis après, je ne dis pas qu'on finit par le Vendée Globe, mais un peu plus tard, on fait le Vendée Globe. Ouais, ça permet de faire ses classes, d'apprendre le métier, de montrer. C'est le petit bateau aussi. Voilà, c'est le petit bateau. On est à armes égales, c'est-à-dire qu'on a même bateau. Les mêmes bateaux. C'est vraiment le marin qui fait la différence. Et puis ensuite, du coup, ça permet de montrer ce qu'on sait faire et d'attirer un partenaire et de lui montrer qu'on est capable de partir sur le Vendée Globe. Alors, l'entraînement du marin, c'est Port-la-Forêt. Ici, c'est plutôt le chantier, hein, à Lorient. Pour ça qu'il y a ces bâtiments. C'était une ancienne base sous-marin il y a encore une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Et c'est là qu'on travaille sur justement les foils, pas foils. Ouais, mais c'était justement un peu le jeu, c'est qu'on est dans un sport mécanique, donc il faut être capable d'imaginer la machine de nos rêves dans le temps et dans les moyens dont on dispose. Et donc c'est ce qui m'a permis moi de finir mon Vendée Globe à une 5e place. Je pense qu'avec le temps et le budget que j'avais, je ne pouvais pas imaginer faire beaucoup mieux. Après, avec des foils, vous auriez peut-être terminé premier. Oui, mais alors peut-être que je n'aurais pas terminé non plus. Ah. Il faut la sagesse du marin. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre ce genre de choix qui est difficile à faire, de se dire voilà, je vais peut-être pas gagner, mais par contre, je vais finir à une place honorable. Et déjà finir, je crois, sur le podium ou à la 5e place sur ce genre de course, c'est déjà une performance. Il y a la Formule 1 pour l'automobile et il y a vous pour les bateaux. Ouais, tout à fait. Ouais, on est tout à fait dans la même démarche. On est dans un sport mécanique avec des évolutions technologiques à mettre au point. En ce moment, par exemple, sur la Coupe de l'Amérique, on est en train d'asservir le vol du bateau, c'est-à-dire qu'on a des petits automates qui permettent de faire en sorte que le bateau vole. Comme je pense qu'il y a une assistance au freinage, au démarrage sur la Formule 1, c'est la même chose. Exactement. Ouais. Alors vous habitez à Auray, enfin, la famille est à Auray. Oui. Hein, demain, c'est le redépart. Ouais. Comment ça se passe? On dit mais papa, mais on en a marre. C'est vrai que ma fille, ma petite, elle a 6 ans, donc effectivement c'est un peu difficile pour elle. Moi je suis heureux de faire mon sac. J'ai cette espèce d'excitation à chaque fois quand je prépare mon sac avec mes polaires, mes bonnets, mes cirés, voilà, avec cette espèce de petite boule au vent. Sur le Vendée Globe, ça a été terrible. Elle m'a dit pars pas. Et ça, le matin du départ, ça a été vraiment très dur parce que d'avoir une petite de 6 ans qui vous supplie de ne pas partir. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de ne pas rentrer? Voilà, c'est sûr, il y a toujours. On y pense quand on part sur un Vendée Globe. On n'y pense pas sur une navigation à la journée alors qu'on devrait y penser de la même manière parce que les risques sont quasiment les mêmes. Voiture, hein. Ouais, tout à fait. C'est en allant au travail qu'on a souvent un accident. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est jamais évident. C'est toujours de plus en plus dur avec le temps parce qu'on se sent vraiment père de famille.
je me sens plus père de famille à 43 ans qu'à 25 ans quand j'ai eu mes premiers enfants. Ça, Mais c'est bon, normal. Ça, c'est logique. C'est la voilà, vie, ça fait partie d'une contrainte qui est dure à gérer pour tout le monde, pour moi comme pour la famille. Bon. Donc, on va suivre vos exploits. Hein. Ouais, Moi, j'ai envie de m'entraîner pour le prochain Vendée Globe. ouais. Donc, je sais qu'on m'attend sur un immense catamaran. Je crois que c'est un énorme catamaran pour voir un petit peu ce que je donne. C'est une sorte d'examen de passage. Bah, On vous va faites faire, bien de vous élancer maintenant, oui. sans vouloir. Sympa. Il est sympa. Merci Yann. Eh bien alors, il y a un mot qu'il n'aime pas, c'est qu'on dise école de voile. Je vous présente Emmanuel qui dirige ce centre nautique. Merci. À mon avis, il ne devait pas aimer l'école, petit. C'est ça? Si, mais j'en ai assez fait, c'est bon. Maintenant, je suis là pour m'amuser, puis on essaye de faire que tout le monde s'amuse ici. Mais tu as raison, parce que l'école de voile, ça fait un peu scolaire, quoi. Alors que c'est Bah du ouais. plaisir, la voile. C'est la ça le mer. défi. C'est ça le défi, c'est ça. c'est d'inoculer le virus pour que les gens découvrent, apprennent, reviennent, pratiquent, et puis voilà, se Quelle est fassent plaisir. l'origine de ce beau centre nautique? Disons, il y a un paquet de katas, petits katas à voile et tout. Je ne sais pas Bon, combien de bateaux, mais on c'est n'a énorme. pas fait de fouilles archéologiques, mais il y a toujours eu de la voile ici. Avant que Lorient Agglomération, à l'époque le district, décide d'investir les lieux, de racheter les terrains, de reconvertir cet espace, anciennement Lorient Plage, en maintenant parc océanique. Ouais, ouais. Et puis ils construisent dans les années 80, fin des années 80, un bâtiment pour dire, voilà, là on va faire un pôle d'excellence nautique. Celui qu'on voit là-bas. C'est le premier, la première maillon. Et après, là, Célor, gestionnaire, est venu en 92 et a fait ce point où il y avait déjà des clubs qui pratiquaient de la voile, un centre nautique en diversifiant. Bon, et ici on est quand même un peu à l'abri, mais il y a du vent, comme on peut peut-être l'entendre dans Ouais, le micro. Il y a du vent, mais la mer est belle. Ça donne presque envie, dis donc. Ah bon, sûr? Ouais. C'est possible, hein, parce que c'est gréé. Le bateau est gréé. Ah, là-bas, oui. Ouais, Et alors? quand tu veux. Non. Bah si, il n'y a pas de souci. On a le temps? C'est On a- idéal, on on a a le le temps thermique. Tout seul? Tu as une convie? Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est un Ouais, on y centre va. nautique. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Regarde. Je vous présente Stéphanie, ma coéquipière, moniteur, elle, diplômée, elle, qui sait faire, elle, et qui va m'apprendre. Ok? On y Ok, va? c'est Merci parti. Stéphanie, sympa. On va le remettre un peu plus sur la remorque. Faut soulever. Voilà, on sera bien. De toute façon, elle est équilibrée. Le vent un peu On tourné. accueille donc, des élèves jusqu'à quel âge ici? ouf, les élèves, ça peut être des étudiants. Ouais. Et après, le public, c'est à partir de 4 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Bon, ça va alors. Ça passe. Faire attention dans les cailloux. Là, il y a pas mal de cailloux. C'est bon, on passe. Attention aux pieds. Pour se repérer, on a les zodiacs pour voir d'où vient le vent. Ouais. Donc, je te laisse me guider. Oh bah il est ouest là, non? Ouais, il est ouest. Comme souvent ici d'ailleurs. Oui, c'est pas étonnant. Voilà. Donc, avant de partir, on va vérifier si tout est OK. On n'y est pas tout à fait là. Non, ça va, c'est pas grave, ça Ça va. va? aller. Tout va bien. Les Donc, voiles. Tu veux barrer? Ah ouais, je barbe. OK, ça marche. C'est un peu physique. Faut gérer ça. Bon, vous avez vu, c'est du sport, hein. Heureusement que j'avais Stéphanie. Elle sait faire, elle. Bon, c'est la fin de ce Terre de France. Sur l'eau, c'est frais, il fait beau, ça fait du bien. La semaine prochaine, on se retrouvera toujours dans le Morbihan, mais à Vannes cette fois. Et puis, rien que pour le plaisir. Je ne regarde pas devant, forcément.
Rien que pour le plaisir, on va aller sur l'île de Groix. Venez! Allez, pousse à barre, on va accélérer.